Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Nicolas Stocker pour évoquer la figure de Yvan Blot, surtout je pense du point de vue philosophique. Alors Yvan Blot était, disons, un habitué du cercle, il était venu ici plusieurs fois faire des conférences, entre autres sur la Russie, c'était le sujet qui le préoccupait beaucoup. Alors très brièvement, sans faire son éloge funèbre ni sa biographie, l'ENA, mais à une époque où on n'était pas trop déformé, passionné de philosophie grecque, et ce sera peut-être le fil conducteur de pas mal de ses écrits. Et dont certains que je me permettrai de vous recommander, L'homme défiguré, Les faux prophètes, Les descendants d'Athéna, et tous ces livres, vous pouvez vous les procurer à la librairie française. Il a été haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, entre autres, élu de la République, sous différentes étiquettes. Et c'était un grand amoureux, on pourrait dire, de la Russie. Et c'est sans doute ce qui explique son évolution spirituelle. Au départ, il était très proche de la nouvelle droite. Et au contact de la Sainte Russie, il a retrouvé la foi de son enfance. Et je pense que c'est important de le souligner. Écoutez, je pense que j'ai assez dit, c'est à vous, cher ami. Alors, si peut-être dernier détail, un point commun entre Yvan Blot et Nicolas Stocker, c'est que tous les deux, vous faisiez partie d'un réseau, les Volontaires pour la France. Alors là aussi, je vous invite à regarder sur Internet et éventuellement à prendre contact avec eux. Merci, frère Thierry. Bonsoir. Oui, alors, frère Thierry a raison, je connais bien Yvan Blot. J'ai pas connu tous les Yvan Blot. Yvan Blot est décédé au-delà de 70 ans. Il est mort peut-être trop tôt, mais néanmoins, il a eu une carrière intellectuelle longue. Et je ne l'ai connu globalement que sur ces 10 dernières années. Tout particulièrement ces 5 dernières années, qui furent des années florissantes, parce que c'est un peu le moment où il a tiré un trait définitif sur ses ambitions politiques, enfin politique électorale. Donc il s'est remis à éditer un certain nombre d'ouvrages, agrémentés de nouveautés, en particulier, ce sera le fil conducteur de la conférence de ce soir, les 2 ouvrages qu'a cités frère Thierry, Nous, les descendants d'Athéna, aux éditions Apopsis, et L'homme défiguré aux mêmes éditions. Donc je rappelle tout de suite, parce que c'est assez intéressant, le sous-titre « La personne humaine face à l'immonde moderne », qui est une citation de son ami confrère, philosophe, Jean-François Mattei. Moi je ne suis pas... je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, un disciple d'Yvan Blot. Je suis quelqu'un qui connaît bien la pensée d'Yvan Blot, dont je partage une partie de ses présupposés philosophiques. Je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, ce qui fait que d'ailleurs, on ne pourra pas me reprocher de reprendre à mon compte certains concepts de la pensée d'Yvan Blot et de faire passer par cet intermédiaire mes idées. Nous avons de grands nombres de points d'accord, d'autres de désaccords. Notre proximité, d'abord, elle était d'ailleurs pas philosophique, elle était militante, puisque non seulement, en effet, Yvan Blot était un des coprésidents des Volontaires pour la France. Ça, c'est le versant des 2 derniers ouvrages d'Yvan Blot, hein, sur le patriotisme et sur l'héroïsme. Je l'avais sensibilisé aux Volontaires pour la France. Il coprésidait les Volontaires pour la France avec le général Antoine Martinez, qui
préside aujourd'hui seul aux destinées de cette structure qui est justement, et c'est quand je vous disais, Blot avait renoncé à un moment donné à toute stratégie, à toute position électorale, et bien les VPF, les Volontaires pour la France, il n'y a pas d'ambition électorale, on a passé ce cap. Ça ne veut pas dire que c'est pas politique, c'est pas pour autant métapolitique, mais c'est vraiment ce qu'on appelle la résistance. Mais Blot, je le connais aussi sur la Russie de Poutine, dont en effet, je crois que si vous étiez souvent en ce lieu, vous avez pu entendre Blot vous parler de cette Russie, du retour de la tradition dans la Russie de Poutine, qui l'a émerveillé. Quand même pas oublier que Blot était profondément anticommuniste, anti-soviétique, dans sa jeunesse, et puis même dans l'âge mûr, et qu'il est devenu favorable à la Russie, même pas d'Yeltsin, mais de Vladimir Poutine. Je connais Blot aussi parce que je suis toujours d'ailleurs le secrétaire général de ce qui a été son association sur la démocratie directe, Agir pour la démocratie directe, qui aujourd'hui connaît une mutation avec Sandrine, son épouse. Nous avons un nouveau président, François Garçon, un professeur d'université de la Sorbonne, et nous allons continuer, c'est d'ailleurs dans les statuts de la nouvelle association, à développer et à propager la pensée d'Yvan Blot sur la démocratie directe. Donc au-delà de ce militantisme en commun, je me suis toujours attaché à étudier la pensée d'Yvan Blot, depuis une dizaine d'années à peu près. C'est un paradoxe, Yvan Blot n'est pas un philosophe. Moi j'ai une formation de philosophe, pas lui, mais j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt à lire ce qu'il pouvait écrire sur ce sujet. En particulier la pensée d'Heidegger, sur lequel on va revenir, qui sera un des fils rouges de cette conférence, de cet entretien. J'intitule d'ailleurs cet exposé « Yvan Blot entre ciel et terre ». Ça vous rappellera peut-être pour certains Hölderlin, on en reparlera. Alors pourquoi ciel et terre? Je dis toujours souvent, c'est l'homme, il est toujours entre ciel et terre, c'est la station debout, hein, qui est la cause de multiples tiraillements et de contradictions. Puisqu'on acquiert la marche, vous le savez, par le déséquilibre permanent, et néanmoins maîtrisé, qui permet d'avancer. Quand je pense et que je médite sur la pensée d'Yvan Blot, me revient la formule de l'évangéliste Luc: le Fils de l'homme n'a nul endroit où reposer la tête. Or, Yvan Blot, et ça c'est une de ses premières caractéristiques, n'a eu de cesse de chercher dans sa vie. Il ne s'est jamais arrêté. Ceux qui n'étaient pas nécessairement ses amis lui reprochaient d'avoir des idées fixes. Alors les idées fixes, on en a parlé, là, il y a eu la période grecque, on va résumer vite fait, Hayek, pour la tradition, la démocratie directe, la Russie, on pourrait trouver des phases intermédiaires. Mais en fait, c'est pas tant des idées fixes, c'est tout simplement un approfondissement à chaque fois d'un certain domaine de réflexion, que le fait c'est une pensée qui était en mouvement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas être réellement un disciple d'Yvan Blot, parce que Yvan Blot, c'est pas un monolithe qui a dit une fois pour toutes à peu près tout ce qu'il pensait sur tout, même si le bonhomme avait de la suite dans les idées, vous verrez. Mais néanmoins, il a évolué, et je défends l'idée, la thèse, que jusqu'à ces derniers jours, il a évolué, jusqu'à ce que frère Thierry vous disait, jusqu'à est-ce un retour à la foi de son enfance? Je ne connaissais pas Yvan dans son enfance, il a une éducation, je crois, traditionnelle catholique, mais elle évoluera, comme son maître à penser Heidegger d'ailleurs, pour se retourner finalement, à mon avis en effet, vers une nouvelle conversion. Ce sera la conclusion de cet exposé. Yvan Blot, c'est le penseur du politique, de l'homme, qui est un animal politique et social, hein, mortel, mais néanmoins humain, et comme je vous le disais, porteur en lui
d'une multitude de contradictions. Frère Thierry parlait de ses études. En effet, Yvan Blou a fait Sciences Po, l'ENA. En cours de route, il a fait une thèse d'économie sur Spencer. Et pourtant, et ça c'est une des premières contradictions d'Yvan, toute sa vie, il a été un contempteur de l'État, contempteur de la technocratie et de ses méthodes bureaucratiques, et ce sans pour autant verser dans un optimisme béat, néolibéral ou pantouflé, comme nombre de ses congénères dans le privé et les banques. Yvan Blot, autre contradiction, était un représentant élu. Je rappelle qu'il a été député à l'Assemblée nationale, député au Parlement de Strasbourg. Il a même été conseiller général du Pas-de-Calais. Mais il est pour la démocratie directe. Il admire une société sans État, la Suisse, et défend la France périphérique, laissée pour compte du capitalisme financier et de l'oligarchie. Revenons à la philosophie. Il est particulièrement à son aise, Yvan Blot, en philosophie. Et pourtant, je vous le dis, c'est pas sa formation de départ. Il est le penseur de l'Occident, dans une certaine opposition à l'Orient. Et pourtant, autre paradoxe, il renouvelle le choix de Paris, vous savez, ce prince troyen qu'il aimait citer, qui, Troie, était contre les Achéens, c'était la guerre de Troie. C'est la séparation originelle de l'Occident et de l'Orient, d'ailleurs. Il s'affirme descendant d'Athéna, il ne ferme pas la porte à Aphrodite, et il semble négliger la déesse épouse, Héra. Pourtant, Héra, c'est le choix des Achéens. Parce que Yvan Blot n'est pas un légitimiste, c'est un révolté, et donc un opposant. Il ne pense pas tant, pour revenir sur une de ses marottes, la tripartition indo-européenne qui était chère à Dumézil. Ce n'est pas un modèle de société chez Yvan Blot, mais c'est une façon, surtout, de dénoncer l'inversion de toutes les valeurs, de toutes les hiérarchies, de toutes les échelles, l'économique régnant en seul maître, on le sait aujourd'hui, soumettant l'aristocratie politique et le spirituel grâce à l'instrumentalisation d'un appareil sécuritaire qui se retourne contre le peuple. On l'a vu dernièrement, Yvan n'a pas eu le temps de le voir avec le mouvement des Gilets jaunes qui, vous le savez, a remis à l'honneur la démocratie directe. Il est un descendant d'Athéna, il restera toujours un cœur brûlant, il est adepte, je vous le disais, du patriotisme et de l'homme héroïque. Et ce n'est pas la raison résonnante qui lui fait penser la lutte pour la vie dans les dernières années. À l'origine, Yvan Blot, et oui, c'était un adepte du darwinisme social, de la sociobiologie. On n'en parle pas trop dans sa biographie aujourd'hui, et pourtant c'était le cas. Mais c'est le sentiment qui l'emportera chez lui. Il s'aventure dans ses deux principaux ouvrages philosophiques, dont je vous disais, Nous les descendants d'Athéna et L'homme défiguré, aux origines de la civilisation occidentale, donc en Crète, à Mycène, dans le Péloponnèse, dans la Grèce des cités, jusqu'au royaume hellénistique. Et il va croiser sur son chemin tous les grands philosophes de l'Antiquité. Il ne se reconnaît, probablement selon moi, puisque ce n'est pas un esprit dogmatique, Yvan Blot, dans aucune école de pensée particulière. Il n'est pas plus stoïcien qu'épicurien, je ne sais quoi encore. Ceci dit, la philosophie d'Héraclite ressort. Mais, il faut bien le dire, c'est l'Héraclite d'Heidegger. Ce n'est pas l'Héraclite lu nécessairement dans le texte, ce qui n'empêchait d'ailleurs jamais Yvan Blot de lire, lui, contrairement à nombre de philosophes, dans le texte, en particulier en allemand. C'est donc l'Héraclite d'Heidegger, tout comme l'Aristote d'Yvan Blot, on va parler entre autres du quadripartie, la théorie de la causalité, est aussi probablement issu du philosophe de Fribourg, Heidegger, sachant que d'ailleurs l'Aristote d'Heidegger, c'est même pas une lecture directe, c'est la philosophie de Brentano, penseur catholique, au début, sachant qu'Heidegger a quand même énormément évolué, entre le Heidegger catholique qui est presque à rentrer dans les ordres, qui commence sa foi catholique bas de l'aile, d'abord parce qu'il épouse une protestante,
Et puis alors il devient totalement athée ensuite. Alors Héraclite, parce que je pense que pour commencer à envisager la pensée d'Yvan Blot, Héraclite est un auteur, à chaque fois que on citait Héraclite, il y avait un œil qui brillait chez Yvan. C'est le penseur de l'impermanence. Je n'ai pas obligatoirement le talent d'Yvan Blot, ni pour conter les anecdotes, vous connaissez Yvan Blot pour ses anecdotes, ni d'ailleurs pour vulgariser. Il vulgarisait formidablement des concepts extraordinairement compliqués. D'ailleurs, il n'y a pas plus compliqué qu'Heidegger, il est même totalement incompréhensible souvent. Très obscur. Et on va parler d'un certain nombre de concepts d'Heidegger, tels qu'ils sont formidablement vulgarisés par Blot. Héraclite déjà, l'impermanence, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire quelques phrases. Rien n'est plutôt ceci que cela, mais tout devient, tout est dans le devenir, dans l'impermanence d'Héraclite. Les choses ne sont jamais achevées, mais sont continuellement créées par les forces qui s'écoulent dans les phénomènes. Les choses sont des assemblages de forces contraires, et le monde est un mélange qui doit sans cesse être remué pour qu'elles y apparaissent. Vous verrez, on va retrouver ce fil directeur chez Yvan, la pensée d'Héraclite, pratiquement jusqu'au bout de sa vie. Je rappelle une des grandes formules d'Héraclite, la guerre est le père de toutes choses, et de toutes choses, il est le roi. Donc face au chaos, au désordre qui domine sur Terre, Héraclite s'inspire et nous invite de s'inspirer de l'ordre qui règne dans les cieux, qui est le lieu de l'unique vérité, selon Héraclite. Il n'y a de vérité que dans le ciel, disait Héraclite. C'est la procession des étoiles, l'harmonie des sphères, les cycles et l'éternel retour de toutes choses à l'identique. C'est le logos, principe de toute chose, cette connaissance, et la sagesse. Elle consiste à suivre l'un. On trouve les idées d'écoulement et de mobilité universelle, de la lutte toujours nécessaire des contraires, l'harmonie dans l'opposition, de l'identité de ces mêmes contraires. Retrouver le sens du logos, pour Heidegger et pour Blot, passe par un réveil, une ressouvenance. On parlera du concept d'Ereignis chez Heidegger tout à l'heure, vous verrez. Yvan Blot vulgarise formidablement. Alors, Yvan Blot, d'abord, c'est une pensée classique. Tous ses écrits en attestent. De l'homme en tant qu'homme et en tant que société. Zone, politikon, Aristote. Il part des grands principes de la pédéia grecque. Donc les grands principes de la pédéia grecque, c'est quoi? Faire des hommes et les arracher à l'enfance irresponsable. Former en priorité moralement une éducation physique et militaire pour compléter l'éducation intellectuelle, c'est le fameux mens sana, bien sûr, incorporé sano, et le primat de l'homme sur le technicien avec l'importance de l'histoire et de la culture générale pour apprendre la psychologie humaine. Nous voyons que l'éducation classique en Occident a repris ces principes, je ne parle pas de l'éducation nationale d'aujourd'hui, en y ajoutant la dimension spirituelle qui est propre au christianisme, l'imitation du Christ. L'honnête homme est la version moderne du kalos kagatos, vous savez, des Grecs, beau et talentueux. Le classicisme grec insiste toujours sur la notion de mesure, qui est à la base de la sagesse comme des arts. Sur le chemin de la sagesse, l'homme est libre et doté de raison. Et il existe un sens de la justice chez les Grecs, basé, vous le savez, sur la dike, c'est-à-dire un sentiment chez le citoyen de se sentir lié aux autres par la justice et l'honneur. On n'oublie jamais l'honneur, aidos, et qui assurera la prospérité de la cité. Ce sens de la mesure, de l'harmonie, inspire aussi, vous savez, la création artistique des Grecs, dont je rappelle qu'elle s'inspire de l'observation de la nature. C'est le sens de la mesure, de l'harmonie, je vous le disais donc. Ça inspire de très belles pages à Yvan Blot sur, dans son ouvrage maître Les Descendants d'Adas, sur l'art justement. Alors vous savez que Blot
considérait que l'homme n'était pas la mesure de toute chose, c'était le nombre, hein, comme les pythagoriciens, la mesure de toute chose. Et du nombre, eh bien, il parlait des modules, donc qui unifient l'ensemble des constructions des temples grecs, et de ses parties, l'eurythmie, hein, dit Vitruve, qui est la juste proportion. Il a de très très belles pages, je crois, dans Nous les descendants d'Athéna, sur le Parthénon, entre autres, Ivan Blot. Je le cite, ramassé sur le sol avec un calme mystérieux, ne présentant aucune ligne droite, on éprouve de la sorte un sentiment de mouvement rythmé qui transcende la fixité du bâtiment et son enracinement dans l'ici-bas. Tout s'équilibre par miracle, dans l'ordre scrupuleusement établi et codifié. Il existe, selon Blot, une correspondance, une résonance entre notre esprit et le logos de l'univers. Et il se risque même, on y reviendra, à conclure sur la nécessaire incarnation de la beauté. Je vous rappelle, je ne sais pas pour les fins connaisseurs d'Ivan Blot, que Blot était par ailleurs, et ça c'est une drôle de contradiction aussi, admirateur de l'art baroque. Ça n'a plus rien à voir, hein. Qui était donc un mouvement naissant, pour ceux qui ne le savent pas, du début du de la fin du XVIe siècle. Donc qui lui se caractérise par l'exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l'exubérance des formes, la grandeur parfois pompeuse, et le contraste. Mais là, je vous rappelle quand même que, si vous avez bien écouté, on retrouve dans le baroque la pensée d'Héraclite et d'Heidegger, hein, c'est-à-dire la tentation d'un monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles. Donc il y a de la suite, il y a des contradictions, mais il a toujours la suite, une certaine suite dans ses idées. Il y a un autre paradoxe chez Ivan Blot, pour parler un peu des choses qui fâchent, c'est que je viens de vous faire la description de l'harmonie sociale chez les Grecs, la tempérance, et puis il y a une pensée tenace qui reste chez lui, qui est liée au darwinisme social. Je vous rappelle qu'il fait une thèse d'économie sur Herbert Spencer, théorie qui postule que la lutte pour la vie entre les hommes est l'état naturel de relations sociales. Selon cette idéologie, ces conflits sont aussi la source fondamentale du progrès et de l'amélioration de l'être humain. L'action politique d'un Spencer, c'était préconisé de supprimer institutions et comportements qui font obstacle à l'expression de la lutte pour l'existence et à la sélection naturelle qui aboutissent à l'élimination des moins aptes et à la survie des plus aptes. On est là, très loin des conduites charitables du christianisme social, hein. À moins, éventuellement, de considérer que l'empathie et la sociabilité sont le produit de la sélection naturelle et de l'évolution humaine. Rappelons que ces théories ont un versant indéniablement racialiste et eugéniste. On ne peut pas le nier. Ivan Blot tentera une synthèse entre ces deux courants de pensée, qui est évolutionniste avec Spencer et chrétien, donc avec sa théorie de la tradition. Je ne sais pas si vous avez entendu parler Ivan Blot de tradition, il l'oppose à la raison et au rationalisme moderne, dont il soulignera les limites. La tradition, chez Ivan Blot, est le résultat d'une sorte de sélection des meilleures conduites humaines, permettant la survie de la société et accessoirement de l'espèce. Il dénonce en sens contraire la pensée rationnelle du technocrate, vous savez, du manager des entreprises du CAC 40, qui ne peut en aucun cas arriver au même degré de raffinement et d'intelligence collective que ce qui a été sélectionné au cours des siècles et des millénaires, qui représente un condensé de l'intelligence et du savoir, la tradition. Et c'est là son adhésion au principe de la démocratie directe, hein, qui n'a pas d'autre raison que cette capacité que peut avoir le peuple, parfois contre l'élu, contre le représentant, de dégager des solutions conformes à la tradition. Il insiste dans ce cadre sur le bon sens populaire et défend une démocratie de propriétaires, de personnes sensées et intéressées à la bonne marche de la société et à la transmission entre générations. C'est un éloge de la lenteur, à mille lieues évidemment du progressisme ambiant. La solution se trouve dans le passé, tel qu'il est actualisé au présent pour l'avenir. Alors, la philosophie d'Ivan Blot, comme celle de son maître Heidegger, s'appuie sur une ontologie de l'être
qui doit conduire au réveil et à la vie authentique, c'est-à-dire finalement un retour aux traditions de l'Antiquité. Nous verrons comment il cherchera finalement à marier ces certitudes avec la conception de l'incarnation, à proprement parler, elle chrétienne, qui ne réduit pas Dieu à la tradition, comme pourrait le prétendre Hayek. Vous savez, chez Hayek, Dieu, c'est la tradition. Alors, je vais vous citer Aristote, parce que c'est un moment important, je dirais, d'articulation de cet exposé. Dans la politique, Aristote écrivait « La cité fait partie des choses naturelles, et que l'homme est par nature un animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement, bien sûr, et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain, et il est comme celui qui est injurié en ces termes par Homère, sans lignage, sans loi, sans foyer. » Hors cité, donc, est le sauvage, mais hors le monde, le barbare, le moderne, c'est ça justement l'immonde. Il est hors du monde, comme l'écrira Jean-François Mattei. Si les Grecs ont le sens de la mesure et de l'harmonie, ils ont aussi, vous le savez, la crainte de l'hubris, c'est-à-dire cette folle démesure qui est le fruit pourtant de la raison et de la liberté humaine. L'homme est un mortel, rappelons-le, l'homme est un mortel avant d'être un humain ou même un citoyen chez les Grecs. Je vous citais Hölderlin tout à l'heure, l'homme habite en poète, mais entre ciel et terre, il va vers la mort. Alors qu'est-ce que la démesure chez les Grecs? C'est l'hubris qui reconduit au chaos. Et c'est ça la tragédie dans l'histoire. Pour argumenter son propos, Yvan Blot fait souvent référence soit à l'ouvrage maître d'Arthur Koestler, mais c'est peut-être un cheval dans la locomotive, ou aussi au neurobiologiste Paul MacLean. Alors c'est pas John MacLean, hein, ça c'est une erreur des éditions Apopsis. C'est Paul MacLean, hein, parce que John MacLean est un socialiste, Paul MacLean c'est un neurobiologiste. Alors le cerveau humain est composé de 3 parties. Vous avez certainement, si vous avez assisté à des conférences d'Yvan Blot, entendu parler de ça. Hein. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau rationnel. Il y a toujours cette trinité, hein, qu'on retrouvera par exemple dans la vision tripartite de l'âme humaine chez Platon, comme on y reviendra chez Saint Georges, terrassant sur son cheval le dragon. Saint Georges qu'on retrouve sur le drapeau de la Sainte Russie, si cher au cœur d'Yvan Blot sur la fin de sa vie. Alors le cerveau reptilien, donc ce sont les instincts, comme l'antique figure de chaos dans la mythologie grecque. Le cerveau limbique, c'est l'empathie des mammifères supérieurs. Et le cerveau rationnel est une spécificité humaine, le cerveau préfrontal et ses neurones miroirs. Que le cerveau rationnel disparaisse, et l'alliance du cerveau limbique et du cerveau reptilien donne l'homme sauvage. Que la raison humaine s'allie avec le serpent, notez bien, il neutralise le cœur, et nous aurons la barbarie moderne. Et seule l'alliance du rationnel et du limbique peut avoir raison du chaos des instincts, ce sera l'homme civilisé. L'hubris se développe dans l'histoire et trouve dans l'idéologie révolutionnaire, vous en doutez bien, un débouché qui va jeter à nouveau le monde, l'époque moderne, dans la tragédie. Pensons à la dénonciation des faux prophètes par Yvan Blot. C'est Marx, c'est Freud, certes, mais nous, Français, penseurs des Lumières, c'est aussi Voltaire et c'est Rousseau. En disciple de Martin Heidegger, Yvan Blot pense l'existence humaine aujourd'hui pervertie. C'est la barbarie athée du XXe siècle. Alors c'est un des concepts que Yvan Blot va vulgariser, et des personnes qui pourtant n'ont que peu de notions de philosophie ont entendu parler, au moins grâce à Yvan Blot, du Gestell. Alors qu'est-ce que c'est que le Gestell dans la pensée d'Heidegger? Il va falloir que vous accrochiez un peu. C'est un système d'arraisonnement utilitaire dont, pour être concret, 2 variantes ont dominé le monde au XXe siècle. La variante marchande américaine
et celle de la bureaucratie de l'Union soviétique. Le Gestell installe une forme d'uniformité où tout s'évalue à l'identique. Le Gestell exige, il met en demeure la nature de fournir son énergie. Dans l'esprit de Heidegger, la technique moderne, ça je ne suis pas persuadé que Yvan l'ait totalement perçu, c'est une autre spécificité d'Heidegger, la technique. Ça reste une techné chez Heidegger, mais elle l'est dans un sens radicalement nouveau et différent du sens grec. Il ne s'agit plus de dévoiler une chose en soi, mais de la saisir eu égard aux paramètres mathématiques et physiques qui vont permettre ce que Heidegger appelait la mise en réserve. En ayant le caractère de mise en réserve, la technique moderne implique l'objectivité et la mensurabilité de toute chose. Heidegger aime à citer la phrase de Max Planck « est réel ce qu'on peut mesurer ». Même si la technique moderne se définit aussi par un rassemblement de moyens en vue d'une fin, elle n'en représente pas moins un caractère de réquisition de la nature qui consiste à soumettre, puis libérer, transformer, accumuler, répartir dans un dispositif articulé et mouvant, d'où la définition de son essence par le terme de Gestell. L'essence de la technique ainsi abordée se dissimule derrière une représentation instrumentale exclusive, les moyens techniques. Et Heidegger fait de l'âge technique une époque, dans l'histoire de l'être, qui porte à son comble ce qu'il appelle l'oubli de l'être, qui est enclenché par la métaphysique et sa forme ultime, la volonté de puissance de Nietzsche, et le nihilisme qui va avec. Chez Nietzsche, ne l'oublions pas, le vouloir franchit une étape supplémentaire en ne voulant plus que lui-même, c'est-à-dire toujours plus de puissance. On a là toute l'ambiguïté de la pensée d'Heidegger, dont je vous rappelle quand même toute la polémique sur Heidegger et le nazisme. Alors la vie authentique, c'est la vie responsable. Tandis que la vie inauthentique, c'est la vie de celui qui se laisse mener par l'opinion, par le on. On m'a dit. Revenir à une vie authentique, rompre le charme de l'oubli de l'être, c'est donc se ressouvenir. C'est sur le plan ontologique l'ouverture de l'être, nouveau concept heideggerien qu'Yvan Blot a popularisé, l'Ereignis. Alors, l'Ereignis, c'est ce qui amène à être proprement soi, ce que la chose doit être en propre, sa propriété, d'où la traduction possible d'événement appropriant. Donc c'est un événement. On ne peut même pas dire que ce soit un événement à proprement parler historique. Il s'agit nullement d'un fait survenant, mais alors, essayez d'entendre la nuance, c'est l'accomplissement, parce que c'est important pour la suite, d'une initiale possibilité antérieure à tout événement antique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'était déjà dans le passé. Mais il y a une ressouvenance. Donc l'être comme le temps, vous savez que l'ouvrage majeur d'Heidegger, j'ai vu une fois, je me souviens, j'avais rendez-vous avec Yvan Blot au Cercle Interallié, et je le retrouve en train de lire Sein und Zeit, donc Être et Temps, dans une édition particulièrement où les caractères étaient particulièrement petits, où il lisait son livre comme ça. Il était totalement absorbé, en plein milieu d'un parterre de gens très bien, vous imaginez, du cercle interallié, et il lisait, et je m'en suis rendu compte à ce moment-là, dans le texte, il lisait vraiment en allemand Être et Temps. Alors, l'Ereignis, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc c'est un événement qui va permettre justement de sortir de ce Gestell, de cet arraisonnement utilitaire. Troisième point de cet exposé, et dernier avant la conclusion. Donc qui dit événement laisse entendre qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Vous dites des événements historiques, mais non. Chez Heidegger, et on va y revenir, l'être est unique et intemporel. Pour moi, c'est la limite de l'âge classique, du monde grec. Je trouve qu'il a même du mal à penser l'incarnation. C'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité, il y a plus de 2000 ans, qui me semble être une information tout à fait nouvelle. Alors, on va récapituler
si vous voulez bien, j'espère que vous n'avez pas perdu, sur la méthode du quadripartie. Donc, le quadripartie, c'est les 4 causes, vous savez, d'Aristote. Cause formelle, cause réelle, cause motrice, cause finale. Alors, la vie authentique, c'est une vie en tant qu'existence. Donc l'existence, je vous rappelle, c'est l'être d'Heidegger. On aurait pu même parler, Bloch parle beaucoup et écrit beaucoup sur Gélène, qui est un théoricien de l'être ouvert au monde. Ça, c'est l'existence. Il y a les traditions. Hayek. On pourrait parler de Dumézil aussi, des 3 ordres. Donc l'existence authentique, c'est une existence, c'est une tradition, c'est une personne humaine. C'est MacLean, mais c'est aussi Dostoïevski. Hein. La personne humaine, on peut parler par exemple des frères Karamazov, dont ils vont parler beaucoup, avec Alyosha, qui représente l'espoir de l'humanité. Il a du cœur et de la foi. Et puis il n'y a pas que les frères Karamazov, on pourrait parler de Shakespeare aussi, dans Le Marchand de Venise, avec Bassanio, qui était donc le prétendant de Portia, celui qui est prêt à tout pour celle qui lui est promise. Il parlait des 3 boîtes, vous savez. Il avait une anecdote qu'il répétait durant ses conférences sur ces 3 boîtes, où le père de Portia tend des pièges à ses prétendants et où seul Bassanio est prêt à tout risquer. Et puis donc existence, tradition, incarnation. Donc c'est la religion chrétienne. Avec Saint Jean Climac et l'échelle sainte, les pères de l'Église, donc c'est la déification, la théosis, on va en parler. La théosis, vous le savez, dans la déification, par exemple Saint Irénée, Dieu s'incarne pour que l'homme se divinise. On va parler maintenant de Saint Jean Climac. Saint Jean Climac, c'est un saint du 7e siècle, un moine syriaque. Ça tombe bien, il n'est ni catholique ni orthodoxe, c'était avant le schisme. Il décrit la foi comme un combat pour se rapprocher de Dieu par une discipline continue. C'est la guerre spirituelle, je vous rassure, chez les chrétiens. Il parle de christianisme viril et grec, qui s'est traduit par un renoncement au frivole. Chaque échelle est une épreuve, il y a pénitence, mais sans ce qu'on appelle le démon de la tristesse, vous savez, l'ascédie, une ascèse sans orgueil, l'humilité et le discernement. 30 degrés pour une épectase. Donc je vous résume les degrés de Saint Jean Climac en 6 catégories. Donc de degré 1 à 4, c'est le renoncement au monde et l'obéissance à un père spirituel. Degré 5 à 7, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, frère Thierry. Pénitence et affliction comme voie de la véritable joie. Degré 8 au 17, lutte contre les vices et acquisition des vertus. Degré 18 à 26, fuite des pièges de l'ascèse. Alors, les pièges de l'ascèse, c'est la paresse, l'orgueil, la pusillanimité. Degré 27 à 29, atteinte donc de l'hésikia, qui est la paix de l'âme, et de l'apathéia, impassibilité. Je croirais entendre frère Thierry là. Je dors, mais mon cœur veille. Et enfin, le 30e degré, la charité, l'amour divin, l'illumination mystique. Yvan Bloch conclut sur une médiation et une méditation sur l'icône, qui est avant tout un visage. Je vous rappelle qu'Yvan Bloch a défendu l'art en tant qu'il est figuratif. Il a dénoncé cet art moderne avec la disparition du visage de l'homme. Et donc le visage, il est au centre du christianisme, nous dit Yvan Bloch. En particulier, de là cette tentation à une conversion orthodoxe, dans cette version orthodoxe justement, c'est, on le sait chez nos frères orthodoxes, la prégnance de la transfiguration. Alors en conclusion, ça va être une longue conclusion, on pourrait s'arrêter là.
pourtant, on ne va pas s'arrêter là, parce que toute sa vie, Yvan Blot a donné l'exemple inverse. Jamais il ne s'arrêtait de penser, de réfléchir. Il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait produit, de ce qu'il avait écrit. On ne peut pas s'arrêter, à mon avis, à cette religion de l'incarnation, et même de la théosis. Pourquoi? Parce que la religion chrétienne, à mes yeux, c'est aussi une religion de la création. C'est ce que refusera, durant toute son existence philosophique, Heidegger. C'est toute la difficulté qui appelle, à mon avis, aujourd'hui une nouvelle anthropologie. C'est le mariage de l'incarnation du Nouveau Testament, on est bien d'accord, et de la création de l'Ancien Testament. Heidegger va, une fois perdu la foi, déclarer la guerre à cette idée de monde créé, le monde étant, selon lui, incréé. C'est une matière intemporelle, permanente, sans début ni fin. Le Big Bang n'est pas arrivé jusqu'à Heidegger. Et c'est la raison pour laquelle il est amené à faire sienne la pensée d'Héraclite, d'ailleurs, et sa métaphysique de l'être, comme celle d'Aristote. Les astres sont des substances divines qui échappent à la genèse et à la corruption. Et l'univers est éternel et cyclique. C'est la doctrine de Platon. Les plus anciennes mythologies, égyptiennes, sumériennes, syro-babyloniennes, cananéennes, proposaient une histoire selon laquelle, à l'origine, rappelez-vous, je vous parlais du chaos, du serpent, le chaos est premier. Et c'est lui, ce chaos, qui serait l'être absolu. Les dieux sont issus de ce chaos originel. Relisez la mythologie grecque. Ils naissent, ils deviennent. C'est la théogonie, la genèse de la divinité, la genèse des dieux. Les dieux sont issus du chaos originel, se battent entre eux, ils se font la guerre, ils se massacrent entre eux. C'est ce qu'on appelle, d'un autre mot grec, la théomachie. On retrouve tous ces thèmes dans l'antique théogonie, du poète Hésiode, entre autres, qui vivait au 8e siècle avant notre ère. Résumons-nous avec Héraclite. Si l'univers n'est pas créé, c'est aussi la pensée des maîtres de l'idéalisme allemand, ça. Et c'est aussi, d'ailleurs, de façon très surprenante, la pensée d'un des maîtres du matérialisme allemand, Karl Marx. Donc si l'univers n'est pas créé, alors il est incréé. Il est l'être lui-même, il est divin. Il n'a pas commencé, il ne finira jamais. Parce qu'il est l'être, il est cyclique donc. Le monde est divin. Il est sacré. Tout est sacré. Dans la pensée païenne, entre autres. C'est, disons-le tout de suite, l'inverse de la pensée des Hébreux, pour qui le monde est créé, où seul le Créateur est incréé. C'est la coupure du monde et du Créateur. Là où tous les maîtres de l'idéalisme allemand, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, ont tous rejeté avec horreur et détestation l'idée hébraïque de création, qui exprime la distinction, donc, entre l'être créé et l'être incréé et unique. Le poète Hölderlin écrit sur le cahier de son ami Hegel au séminaire de théologie protestante de Tübingen, dans les dernières années du XVIIIe siècle, l'un est le tout. Point. Fichte explique que l'idée hébraïque de création est l'erreur métaphysique fondamentale, absolue, de toute fausse philosophie. Aujourd'hui, certains encore pourraient se revendiquer de Schopenhauer, pour les entendre, qui pensent que la bonne pensée, c'est celle de l'Inde, celle de la Grèce antique. La mauvaise pensée, c'est celle des Hébreux. C'est une doctrine qui est constante dans l'université allemande, jusqu'à Nietzsche, et jusqu'à Heidegger. Or, si vous supprimez l'idée de création, si l'être, c'est le monde, si vous exterminez l'idée hébraïque de création, il vous reste sur les bras l'univers et la nature. Heidegger rejette de la philosophie la création. C'est une question de croyance et non de pensée. Donc il n'y a pas de création dans la philosophie pour Heidegger. C'est une croyance, c'est Glauben. Et c'est pas justement l'idée, c'est pas la pensée. Et pourtant, là, je pense que le professeur donc, de l'université de Freiburg, Im Brisgau, a commis une erreur de fait. Dans toute la tradition hébraïque, l'existence de Dieu n'est pas du tout une question de foi, au sens allemand, mais une question de connaissance par l'intelligence.
En hébreu, ça se dit Yada. De même, selon les pères grecs et les pères latins, vous pouvez me reprocher d'être trop hébraïsant, bien selon les pères grecs et latins, selon les pères de langue syriaque et selon les grands docteurs du Moyen-Âge, la question de l'existence de Dieu créateur ne relève pas de la croyance, mais de la connaissance par l'intelligence. Alors l'idéalisme allemand jusqu'à Heidegger conserve donc un vieux front païen, selon moi. Et c'est en même temps, j'entendais frère Thierry le dire tout à l'heure, c'est l'hérésie de Marcion, qui est négatrice de l'Ancien Testament et qui est proche du gnosticisme. Yvan Blot, d'ailleurs, défendra l'idée inverse, avec ce qu'il appelle ce que la philosophie appelle le gnomisme. Donc les gnomismes, c'est quoi? C'est des vérités éternelles et intempérelles, hein, c'est 2 x 2, 4. Il lui vient des penseurs de la Grèce antique, ce qui interroge en retour le concept d'helléno-christianisme. Alors on va conclure sur l'helléno-christianisme, qui est un concept clé, on ne veut pas dire le contraire d'Yvan Blot, qui l'a développé durant toute une partie de sa vie intellectuelle, qui est reprise aujourd'hui même par les autres fondateurs du Carrefour de l'Horloge, ce qu'on appelait le club de l'horloge, hein, aujourd'hui le Carrefour de l'Horloge. C'est un concept qui était très cher à Yvan Blot, et qui rejette le judaïsme, hein, pour une grève du christianisme au monde hellénistique. Donc en fait, vous avez le monde hellénistique, et puis vous avez une grève, une histoire juive, mais en fait, tout le fond philosophique serait la pensée grecque antique. C'est ce qu'on retrouve par exemple avec l'incarnation du Logos. L'incarnation du Logos, il y a même, Yvan à un moment donné écrit ce qui est vrai, hein, relaté par Platon. Socrate aurait eu cette inspiration, il aurait dit « je vois le Logos qui s'incarne, et au lieu de l'accueillir, on le mettra à mort, on lui mettra une couronne d'épines et on va le flageller. » Oh mon Dieu! Est-ce que ce n'est pas quelque part une préfiguration de la passion du Christ? Il y a un rapprochement aussi avec l'évangile selon saint Jean, hein, et la Grèce antique. Moi je n'y crois pas. Yvan Blot, à mes yeux d'ailleurs, toujours hein, entre ciel et terre, c'était le sens de ses exposés, c'est une certitude, il fera ce dernier retournement selon moi vers un christianisme véritable et qui reprend en compte les racines judaïques du christianisme. Mais on peut en discuter. Il l'appréhende entre autres en Russie avec le philosophe Nicolas Berdyaev, qui était un grand mystique chrétien et dont la finalité de la création chez Berdyaev n'est pas seulement la divinisation de l'homme, mais l'union, qui est amour, c'est le 30e échelon de la sainte échelle de Saint Jean Climac, mais l'union sans confusion entre l'homme et Dieu, du créé et de l'incréé. Et ce fut à mon avis, et on ouvrira là-dessus les discussions si vous voulez, la dernière métamorphose de la pensée d'Yvan Blot. Voilà, je vous remercie.